Le palais de l'empereur scintillait de marbre et d'or, mais derrière les rideaux de velours et sous les draps parfumés, un autre empire régnait, celui de la luxure, du contrôle et d'une terreur indicible. Au cœur de la Rome antique, le sexe n'était jamais que du plaisir, c'était de la politique, une performance et une punition. Les eunuques murmuraient des secrets, les impératrices étaient accusées de nymphomanie, et de jeunes garçons étaient exhibés comme des épouses sous des voiles. Ce qui passait pour du désir à la cour impériale masquait souvent la domination. Ce qui apparaissait comme un consentement dissimulait la coercition. Sur le papier, Rome célébrait la discipline et la vertu, mais ses dirigeants s'adonnaient à des appétits qui défiaient la loi, la logique et même le genre. Ceci n'est pas la Rome des statues et des toges, c'est la Rome de l'île de Tibère, du théâtre de Néron et de la transformation d'Héliogabale. Et une fois à l'intérieur, il n'y avait pas de mot de sûreté. Le palais de l'empereur scintillait de marbre et d'or, mais derrière les rideaux de velours et sous les draps parfumés, un autre empire régnait, celui de la luxure, du contrôle et d'une terreur indicible. Au cœur de la Rome antique, le sexe n'était jamais que du plaisir, c'était de la politique, une performance et une punition. Les eunuques murmuraient des secrets, les impératrices étaient accusées de nymphomanie, et de jeunes garçons étaient exhibés comme des épouses sous des voiles. Ce qui passait pour du désir à la cour impériale masquait souvent la domination. Ce qui apparaissait comme un consentement dissimulait la coercition. Sur le papier, Rome célébrait la discipline et la vertu, mais ses dirigeants s'adonnaient à des appétits qui défiaient la loi, la logique et même le genre. Ceci n'est pas la Rome des statues et des toges, c'est la Rome de l'île de Tibère, du théâtre de Néron et de la transformation d'Héliogabale. Et une fois à l'intérieur, il n'y avait pas de mot de sûreté. Quand Auguste émergea de la fumée de la guerre civile pour se couronner restaurateur de la vertu romaine, il ne le fit pas avec une épée ensanglantée, mais avec la précision froide de la législation. Les lois Julia et Papia Poppaea n'étaient pas de simples lois, c'étaient des performances, gravées dans la pierre pour déclarer une renaissance de la pureté morale, tandis que sous les façades de marbre, le désir pulsait dans des chambres privées, indifférentes aux décrets. Ces lois punissaient l'adultère par l'exil, récompensaient la procréation au sein du mariage et faisaient de l'empereur le grand prêtre de la retenue sexuelle. Pourtant, l'ironie était aussi crue que les bustes de marbre qui portaient son image. Auguste exila sa propre fille, Julie, pour avoir violé les codes mêmes qu'il avait lui-même défendus, son corps transformé en une mise en garde, un sacrifice politique sur l'autel des apparences. Des murmures circulaient dans les couloirs du Palatin selon lesquels Auguste, loin d'être abstine, gardait des femmes en secret et s'adonnait à des libertés sélectives masquées en nécessité. Son mariage avec Livie, sans enfant et stratégique, s'érigeait non pas comme un monument à l'amour, mais à la consolidation du pouvoir. Aux yeux du public, il façonna l'image d'une Rome patriarcale purifiée de tout excès, mais en vérité, il avait simplement repoussé les vices derrière des portes plus lourdes, des portes gardées non par des soldats, mais par la bienséance, la rumeur et un silence soigneusement calibré. L'empereur, drapé dans le langage du devoir, comprenait que le contrôle de la sexualité n'était pas seulement moral, il était politique. Légiférer sur l'intimité, c'était pénétrer l'âme privée de la République, la remplaçant par un régime où la vertu n'était plus une éthique personnelle, mais un spectacle à jouer et à surveiller. Ces lois créèrent un paradoxe, une société obsédée par l'image, où les prostituées étaient taxées, les célibataires condamnés à une amende, et les femmes portaient des enfants non par passion, mais pour se conformer. Le résultat fut une Rome qui relégua le désir dans les recoins, donnant naissance à des lupanars, à un art codé et à des rendez-vous secrets qui prospéraient dans l'ombre du forum. Auguste n'éradiqua pas la luxure, il institutionnalisa son déni, fit de sa révélation une arme et canonisa sa punition. L'érotisme ne disparut pas, il fut exilé. Et ce faisant, il jeta les bases pour chaque empereur qui suivit des hommes qui reprendraient les mêmes lois de chasteté pour les tordre en filet, liant l'empire non par la vertu, mais par la peur d'être surpris sans elle. La Rome qu'Auguste construisit était drapée de robes de marbre, mais si vous en souleviez les plis, vous trouveriez un corps tendu sous le poids de la répression, gonflé de contradictions. Ce qu'Auguste enfanta véritablement ne fut pas la clarté morale, mais un nouveau théâtre romain, un théâtre où le vice se jouait derrière les rideaux et où la vertu n'était que le masque que portait l'Empire. Loin de la portée du Sénat et enveloppé dans le silence bleu de la mer Tyrrhénienne, l'empereur Tibère fuit le regard de Rome
et érigea un royaume privé au sommet des falaises de Capri, un lieu où des villas de marbre s'accrochaient aux rochers comme des bernacles et où les cris des oiseaux de mer se mêlaient aux murmures d'actes indicibles. Ici, au milieu de cet isolement baigné de soleil, le deuxième empereur de Rome commença à déchirer le mince voile qu'Auguste avait jeté sur l'appétit impérial. Les sources sont entachées de partialité, mais leur cohérence ne peut être ignorée. Suétone, Tacite et Dion Cassius parlent tous d'indulgences grotesques, de jeunes garçons formés comme des spintriens, d'enfants contraints de jouer dans des pantomimes obscènes pour le plaisir déclinant de l'empereur, d'un homme qui, gonflé de paranoïa et de pouvoir, transforma le sexe en cérémonie et en souffrance. Qu'elles soient vraies ou mythifiées, ces histoires capturent une vérité plus profonde. Capri n'était pas seulement une retraite, c'était un empire sans témoin. Pas dieu du Sénat, pas de décorum public, seulement des gardes, des esclaves, et ceux qui étaient trop jeunes pour témoigner. Tibère, autrefois un souverain réticent, devint un empereur fantôme, gouvernant par lettres et par terreur, tout en se baignant dans sa propre dissociation. Il renomma les pièces de sa villa d'après des actes sexuels, remplis des grottes de mosaïques érotiques, et on dit qu'il regardait en silence ceux qui lui déplaisaient être jetés des falaises dans la mer en contrebas. La frontière entre le désir et la destruction s'estompa. Dans ce palais flottant, personne ne disait non, non pas par consentement, mais parce que la peur remplaçait la résistance. Pourtant, les historiens nous mettent en garde. Ces récits ont pu servir une narration, noircissant Tibère à titre posthume, pour aseptiser le règne de ceux qui suivirent. Mais même si elles sont exagérées, ce qui reste glaçant, c'est la facilité avec laquelle une telle horreur était crue, la facilité avec laquelle l'esprit romain acceptait l'idée d'un empereur qui se nourrissait d'innocence et se cachait derrière des murs de pierre pendant que son empire pourrissait en silence. Capri devint un symbole pas seulement de Tibère, mais de ce qui arrive lorsque le pouvoir impérial échappe aux liens de la responsabilité publique. Ce n'était pas du plaisir, mais une pathologie à laquelle on laissait libre cours. L'empereur enfant devint l'ogre dans la caverne, le visage derrière le rideau, une mise en garde murmurée par les sénateurs et les esclaves. Voilà ce qui arrive quand le pouvoir isole, quand la chair devient une monnaie d'échange, et quand Rome, dans sa soif d'ordre, laisse trop de bride à ses empereurs. Et ainsi, Capri demeure, balayée par les vents et charmante, une ruine embrassée par le soleil, mais pour ceux qui connaissent son histoire, les pierres résonnent encore de rires fantomatiques et des sanglots imaginés de ceux qui n'étaient pas censés rester dans les mémoires. Sous le règne de Caligula, la chambre impériale s'ouvrit sur la scène, et le sexe ne se murmurait plus derrière des tapisseries, mais rugissait à travers les salles de marbre comme un opéra grotesque où tous étaient acteurs et personne n'était épargné. Les yeux vitreux de délire et les lèvres perpétuellement retroussées en un sourire ou un rictus, Gaius César, l'empereur qui se nomma lui-même Dieu, transforma le palais en lupanar, le trône en montant de lit et sa famille en accessoire de perversion. Ses sœurs Julia Livilla, Agrippine la jeune et Drusilla n'étaient pas seulement des femmes impériales, mais, selon la rumeur, des concubines, leur statut exhibé et avili, tandis qu'il embrassait Drusilla en public et la déclarait sa compagne, tournant en dérision à la fois l'État et la famille. À sa mort, il la déifia, mais seulement après qu'elle eut servi son objectif symbolique comme preuve que rien, pas même le sang, ne primait sur ses appétits. Le palais devint un carnaval d'humiliation où les épouses des sénateurs étaient convoquées non pour la diplomatie mais pour l'inspection, et où l'empereur lui-même enlevait les fiancées des nobles en plein banquet, disparaissant derrière des rideaux pour les posséder et revenant avec des comptes rendus moqueurs de leurs performances. Il vendit aux enchères des nuits avec sa propre famille, transforma le Palatin en un lupanar doré et ordonna la construction d'un temple à sa propre gloire où les rites sacrés étaient indiscernables de la débauche mise en scène. Dans ce spectacle, le sexe n'était pas privé, c'était une punition, du théâtre, la domination incarnée. Coucher avec Caligula n'était pas être choisi, mais être utilisé, exposé, souillé. Chaque soupir était une forme de tribut, chaque gémissement une confession publique d'impuissance. Les orgies n'étaient pas une simple décadence, c'étaient des rituels de contrôle, orchestrés pour écraser la dignité, dissoudre la hiérarchie et forcer Rome à voir son empereur non pas comme un homme, mais comme une divinité de chair qui régnait par l'érection et l'insulte. L'inceste, longtemps honni, devint sa performance ultime, aucun tabou ne resta inviolé, aucun lien de parenté sacré, aucun public réticent.
Même les animaux, disait-on, n'étaient pas exempts de son théâtre de perversion, bien qu'ici aussi, la frontière entre la vérité et la calomnie se courbe et vacille comme une torche dans la tempête. Que chaque accusation fût un fait ou un fantasme, la légende de Caligula révèle la plus sombre crainte de Rome, que l'empereur n'était pas lié par les lois qu'il défendait, que son corps était l'empire et pouvait être pénétré, violé et exhibé à volonté. L'humiliation n'était pas un dommage collatéral, c'était la performance elle-même. Et dans la lumière vacillante des lampes de ces nuits impériales, l'Empire apprit que les mêmes mains qui élevaient des temples pouvaient aussi vous dévêtir, que la couronne sur la tête de Caligula n'était pas un laurier de victoire, mais un halo de folie, et que Rome ivre de lignage et liée par le spectacle n'était plus une république de loi, mais la scène de la maladie d'un seul homme. Elle était jeune, belle, et mariée à un empereur de 30 ans, son aînée Valeria Messalina, troisième épouse de Claude, dont le nom serait gravé dans la psyché romaine non pas comme celui d'une impératrice, mais comme celui d'un monstre d'appétit, une nymphomane en perles et en soie, condamnée non pour ses crimes mais pour son défi au rôle taillé pour les femmes par le marbre et la loi. Les histoires racontent une femme qui couchait aussi bien avec des sénateurs qu'avec des esclaves, qui rivalisait avec des prostituées dans des concours d'endurance d'une nuit entière et en sortait victorieuse, le corps intact, les cheveux en désordre, la fierté inébranlable. Suétone et Juvénal firent d'elle un symbole de l'excès féminin, une mise en garde drapée de parfums, mais sous les titres sordides de l'Antiquité se cache quelque chose de bien plus insidieux, un système brutal qui diabolisait les femmes puissantes en assimilant l'autonomie à la perversion et punissait leur indépendance par l'effacement public. Messaline n'était pas plus déviante que les hommes qui régnaient à ses côtés moins, peu, êtres, mais là où leurs indulgences devenaient légendaires, les siennes devinrent pathologiques. Sa sexualité, qu'elle soit exagérée ou réelle, n'était pas le scandale, c'était son ambition. Dans une cour régie par les murmures et les eunuques, où son mari préférait les champignons et l'aidait aux affaires de l'État, Messaline devint une reine en tout sauf le nom, exerçant son influence par des alliances, des faveurs et peut être des séductions. Mais son ascension avait un prix. Lorsqu'elle épousa secrètement Gaius Silius, jeune, beau, politiquement dangereux, ce ne fut pas par luxure mais par calcul. Elle voyait un moyen de remplacer Claude, une chance de se couronner, elle et son amant, comme le nouveau couple impérial. Le mariage, s'il a vraiment eu lieu, n'était pas seulement un adultère, c'était une trahison. Et pour cela, l'Empire ne pouvait lui pardonner. La narration s'effondra rapidement en parodie, Messaline en prostituée, en bête orgiaque, en antithèse même de la féminité romaine. Mais ces représentations n'étaient pas spontanées, elles furent sculptées par ceux qui avaient besoin de sa disparition. Sa mort fut aussi théâtrale que sa diffamation, traînée dans les jardins de Lucullus, pleurant et à moitié vêtue, trop effrayée pour sauter la vie, elle fut poignardée par un soldat après que son bourreau eut hésité, l'impératrice de Rome saignant sur la terre comme une servante. Son corps, comme son héritage, fut dépouillé de toute dignité. Claude froid, distant, peu, être complice ordonna que son nom soit effacé des inscriptions, ses statues renversées, sa mémoire expurgée. Mais Rome se souvint, comme Rome le fait toujours, et non avec équité. Messaline devint un mythe, une insulte, un raccourci pour les femmes dangereuses qui osaient jouir du sexe, exercer le pouvoir, déjouer les hommes. En vérité, son histoire ne révèle pas seulement la chute d'une femme, mais la paranoïa d'un empire, la peur que les femmes, une fois libérées du contrôle, ne règnent pas avec douceur, mais avec feu. Et ainsi, elle fut le bouc émissaire, non pour qui elle était, mais pour ce qu'elle menaçait de devenir une maîtresse non seulement des corps, mais de Rome elle-même. Au crépuscule du règne julio-claudien, Rome cessa d'être un empire pour devenir une scène, et en son centre se tenait Néron paré d'un diadème et de soie, le visage poudré, la voix tremblante d'une dévotion théâtrale, alors qu'il épousait non pas une femme de la noblesse, mais un jeune garçon castré nommé Sporus, voilée et couronnée impératrice dans une cérémonie parodique qui se moquait à la fois du mariage et de la monarchie. Ce n'était ni de l'amour, ni même de la luxure, c'était un spectacle de l'identité démembrée et réassemblée au gré du caprice impérial. Sporus, privé de sa virilité, fut exhibé devant le Sénat et les plébéiens, embrassé en public, appelé Sabine, en souvenir de l'épouse décédée de Néron, et forcé d'habiter le rôle de consort dans une performance dont il ne pourrait jamais sortir.
Pourtant, ce théâtre grotesque ne s'arrêta pas avec Sporus, ce n'était qu'un acte dans la plus grande tragédie de Néron sur le genre et le pouvoir. L'empereur se distribua les rôles à la fois d'agresseur et de victime, commandant des pièces où il rejouait les mythes grecs avec une littéralité dérangeante, forçant des prisonniers et des esclaves à jouer des viols et des meurtres pendant qu'ils chantaient, pleuraient ou prenaient leur place. Dans une reconstitution notoire de l'enlèvement de Perséphone, Néron joua la jeune fille violée, hurlant dans une fausse innocence, tandis qu'un acteur mimait son agression, sauf que la douleur était réelle, les cris répétés, et les corps sous la scène n'étaient pas faits de cire mais de chair. Il brouilla les lignes entre le mythe et la manie, entre l'artifice et l'atrocité, jusqu'à ce que le public ne sache plus s'il regardait du théâtre ou une confession. Le genre sous Néron n'était pas fixe mais écorché. Il portait des vêtements de femme aussi librement qu'une armure, se peignait le visage pour des performances, puis l'essuyait pour signer des arrêts de mort. Pourtant, il n'était pas célébré pour sa fluidité, il était craint pour son imprévisibilité, pour la façon dont il transformait l'identité en tyrannie. Son palais, la Domus Aurea, devint à la fois temple et théâtre, éclairé par des lampes dorées et résonnant de rires cruels, un lieu où les rôles étaient assignés non par la nature ou le consentement, mais par le scénario malsain d'un empereur qui ne voyait aucune différence entre le drame et la domination. Questionner ses caprices, c'était s'inviter une place dans sa prochaine production, peut être cloué sur une croix, peut être cousu dans le costume d'une bête mythologique et déchiqueté par des chiens dans une arène publique. La cruauté ne résidait pas seulement dans ce que Néron faisait, mais dans la manière dont il forçait les autres à regarder, à applaudir et à prétendre que les horreurs qui se déroulaient étaient des actes d'art et non des crimes. Sporus, à jamais piégé dans le costume d'une femme morte, tenterait plus tard de se suicider plutôt que d'être forcé à une nouvelle parodie de féminité sous un autre dirigeant. Ainsi, l'héritage de Néron ne reste pas seulement celui du feu et de la folie, mais celui de la forme violée du genre transformé en spectacle, de la performance aiguisée en punition, d'une Rome où la frontière entre empereur et acteur, entre consentement et commandement, entre soi et spectacle, fut réduite en cendres sous le plafond doré de la scène la plus dangereuse du monde. Dans les cours de Rome, l'innocence n'était pas protégée mais sélectionnée, non pas épargnée mais sculptée pour épouser les contours du pouvoir, et sous le regard d'empereurs drapés de divinité, les jeunes garçons aux joues duveteuses, esclaves aux yeux grands ouverts et fixes, eunuques dépouillés de leur avenir devinrent des ornements, des offrandes et des instruments de plaisir dans un monde où le concept même de consentement se dissolvait sous la volonté impériale. Le désir de l'empereur était loi, et aucune loi n'existait pour protéger ceux qui étaient trop petits pour résister. Dans ce vide juridique et moral, le conditionnement n'était pas un crime caché, mais un processus tissé dans l'architecture de la cour, où la beauté était une monnaie d'échange et la proximité du trône signifiait se soumettre aux appétits de ceux qui régnaient. Des garçons comme Pythagoras, l'affranchi que Néron épouserait plus tard dans une cérémonie inversée où Néron jouait la mariée, ou l'esclave favori de Claude, Polybe, ou la rotation sans fin des garçons amants d'Héliogabale, n'étaient pas choisis pour leur esprit mais pour leur malléabilité, leur douceur, leur silence. Ces jeunes, souvent arrachés à des provinces ou achetés sur le marché, étaient formés à la musique, aux bonnes manières et à la soumission présentée comme des cadeaux, façonnés comme des réceptacles, privés de voix et de volonté, leur sourire exigé, leur souffrance non documentée. La cour devint un jardin de chair organisé, où la frontière entre enfants et concubins s'estompait sous des couches de parfum et de soie. L'absence de protection légale n'était pas un oubli, c'était un dessein. Le droit romain, obsédé par la propriété, considérait les jeunes corps des esclaves et la chair sexuellement ambiguë des eunuques comme des extensions des droits de leur maître. Pénétrer, c'était posséder, commander le plaisir, c'était prouver sa domination. Le silence régnait, imposé par la richesse, la peur et la compréhension que la résistance menait à la punition, à l'exil ou à une disparition discrète. Les histoires des favoris impériaux nous parviennent souvent enveloppées d'euphémismes poétiques de beaux pages, des serviteurs chéris, des compagnons de confiance, mais sous ces phrases se cache une réalité d'exploitation à peine dissimulée. Les garçons amants étaient considérés, même à leur époque, comme des luxes vivants, des décorations au cœur tremblant, et bien que certains aient pu gravir les échelons de l'influence, leur ascension était entachée de ce qu'ils avaient dû endurer. La culture de la cour ne tolérait pas seulement le conditionnement, elle l'esthétisait,
transformant l'érosion de l'innocence en un rituel raffiné masqué par la poésie, l'art et la justification philosophique. Des philosophes comme Sénèque condamnaient de telles indulgences en termes voilés, mais nommaient rarement les crimes ouvertement. Et ainsi cela continua ce vol lent et cérémoniel de l'enfance, baigné d'huile, vêtu de lin et offerte au pouvoir en tribut. Dans l'ombre de la salle du trône, où le marbre brillait et les lampes dorées vacillaient, les empereurs se prélassaient tandis que des garçons versaient du vin, grattaient des lyres et pliaient leur corps pour satisfaire des fantasmes qu'ils étaient trop jeunes pour comprendre. La cruauté ne résidait pas seulement dans les actes, mais dans l'illusion de normalité, la prétention que c'était du raffinement, et non de la ruine. Ce n'étaient pas des histoires d'amour, c'étaient des effacements, et Rome, aveuglée par l'opulence, les a gravées dans l'histoire non pas comme des tragédies, mais comme des goûts. Dans l'Empire de Rome, où la domination était sculptée dans le marbre et la hiérarchie gravée dans la peau, aucune figure n'incarnait plus tragiquement la politique de la possession que l'eunuque, un homme défait, un serviteur dépouillé de temps, de lignée et d'avenir, transformé en un monument vivant de loyauté par la lame de la mutilation. Castrer n'était pas simplement enlever, c'était remodeler. Affirmer un contrôle éternel, déclarer que le désir de l'empereur s'étendait non seulement au présent d'un homme, mais à chaque possibilité à naître qu'il portait. Les eunuques étaient des paradoxes faits chair, à la fois victimes et armes, dégradés et exaltés, humiliés et indispensables. Dans la maison impériale, ils servaient de gardes de chambre, de concubins, d'espions, de messagers, et parfois d'amants. On leur faisait confiance précisément parce que leur corps altéré ne posait aucune menace reproductive, que leur désir était présumé éteint et que leur dépendance était absolue. Ils devinrent les instruments ultimes du plaisir et de la paranoïa impériale, leur absence de virilité étant confondue avec une absence de volonté. Pourtant, même dans cette neutralité supposée, leur présence bouillonnait de sens. Posséder un eunuque, c'était afficher le pouvoir de façonner les hommes en outils, doter l'identité avec une finalité chirurgicale. L'acte lui-même, qu'il soit pratiqué dans l'enfance ou juste avant la puberté, était enveloppé de sang et de silence souvent illégal, toujours cruel, parfois bâclé. Certains mouraient d'hémorragie, d'autres survivaient, mais pas indemnes. La cour exigeait qu'ils se déplacent avec grâce, parlent doucement et obéissent sans délai. Leur existence même devint une chorégraphie dans une danse de contrôle. Les empereurs s'entouraient de ces figures fantomatiques non par pitié, mais parce que l'on pouvait faire confiance aux eunuques pour ne pas séduire, ne pas engendrer, ne pas rivaliser. Ils étaient considérés comme des corps vidés d'ambition, mais paradoxalement remplis d'utilité. Héliogabale en gardait des cadres entiers, leur présence à la fois érotique et cérémonielle. Domitien et Adrien utilisaient les eunuques comme administrateurs et serviteurs, symboles d'intimité et de soumission. L'économie du désir s'épanouissait autour de leurs chers capturés enfants, échangés à des prix grotesques et gardés dans des cages dorées où même leur souffrance était présentée comme un raffinement. Ils étaient offerts en cadeau lors des triomphes, pleurés en murmures et jetés lorsque leur utilité diminuait. Leur voix, aiguë et douce, résonnait dans les couloirs de marbre où aucun enfant ne porterait jamais leur nom. Et pourtant, ils n'étaient pas invisibles. Ils étaient sélectionnés avec soin. Les cheveux bouclés, les robes riches, les corps parfumés, ils devenaient la preuve humaine de la capacité de Rome à commander non seulement des armées, mais aussi l'anatomie. Retirer à un homme sa capacité à engendrer, c'était lui ôter son indépendance, briser le cycle naturel et en installer un nouveau, une dévotion non au sang, mais à l'empereur seul. Dans cette équation tordue, la loyauté était récoltée par la perte. L'obsession de l'Empire pour l'héritage produisait des hommes sans aucun, des êtres conçus pour orbiter autour d'un seul soleil, la volonté impériale. Et dans la lumière crue de ce soleil, ils se fanaient beaux, parés et irrémédiablement réduits au silence, jusqu'à ce que l'histoire ne se souvienne d'eux non comme de personnes, mais comme de fonctions, l'eunuque, le page, le chuchoteur qui ne deviendrait jamais un père, une menace ou un homme que Rome aurait à craindre. Sous le vernis poli de la vertu impériale, derrière les colonnes des temples et les mosaïques des atriums, le véritable langage du désir romain était peint, sculpté et frappé dans le bronze, non pas dans la rhétorique ouverte des parchemins du Sénat, mais dans les ombres vacillantes des chambres éclairées à la bougie, dans les villas privées et les recoins cachés où les fresques gémissaient silencieusement à travers le temps. Dans ces galeries secrètes de la chair,
Rome racontait des histoires qu'elle ne pouvait pas dire à voix haute, et le corps devenait à la fois écriture et sanctuaire. L'art érotique, loin d'être tabou, était incrusté dans les murs des demeures de l'élite, des plafonds de chambres à coucher ornés de dieux en train de copuler, des thermes décorés de nymphes ravies par des satyres, et des triclinias privés animés de scènes de sexe oral, anal et de groupes qui brouillaient la frontière entre le mortel et le divin. À Pompéi, le lupanar a conservé des pièces où chaque encadrement de porte portait une image, un menu érotique pour instruire ou séduire, tandis que des demeures comme la Villa des Mystères contenaient des rituels mythiques saturés de sous-entendus sexuels. Ce n'était pas simplement de la décoration, c'était de l'instruction, du contrôle, de la célébration et parfois une douce coercition. Pour l'élite, posséder de telles images ne signalait pas la honte mais le raffinement. Exposer Vénus chevauchant Mars ou Pan, s'accouplant avec une chèvre, c'était déclarer sa maîtrise de l'appétit, de la mythologie et du vernis culturel. Mais l'obsession de l'Empire s'étendait au-delà du pigment. Les spintrias de petits jetons de bronze estampillés d'actes sexuels d'un côté et de chiffres de l'autre passaient de main en main comme des secrets murmurés. Leur fonction reste débattue. Était-il une monnaie pour les lupanars? Des jetons d'entrée pour les alcôves des thermes? Des souvenirs d'orgie de l'élite? Quelle que soit leur utilisation, leurs images étaient sans concession. Une femme penchée avec deux hommes derrière elle, un homme pratiquant un cunnilingus, des amants enchevêtrés aux membres tordus, chaque acte catalogué, répété, ritualisé. C'étaient les écritures pornographiques de Rome, transmises au vu et au su de tous, portées dans les poches et les bourses comme des aveux silencieux de désir. Même dans la mort, l'érotisme suivait. Des tombes représentaient des couples enlacés ou offraient des inscriptions euphémiques à des amants longtemps interdits. Les empereurs eux-mêmes commandaient des œuvres d'art non seulement de conquête, mais de charnalité, l'obsession d'Adrien pour Antinoeuse rendue en boucle de marbre et en regard langoureux, la scène privée de Néron ornée de tableaux sexuels, les salles à manger de Caligula faisant écho aux poses trouvées sur les monnaies. Et puis il y avait les pièces secrètes voûtées sous les villas, enfouies dans le temps où les murs étaient saturés des soupirs du passé, des carillons à vent phallique pour éloigner l'envie, des lampes en forme d'amant, et des encadrements de portes ornées de pénis en érection qui pointaient vers des espaces sacrés d'indulgence. Ces artefacts ne reflétaient pas seulement la luxure, ils la régulaient, la façonnaient, la marchandisaient. Le désir était organisé, ritualisé et vendu en symbole, transformant le sexe en un langage qui contournait la parole et s'installait dans l'argile, le pigment et le métal. Posséder de tels objets, c'était détenir un capital culturel, murmurer par l'art ce que la loi ne pouvait tolérer. Ainsi, Rome ne cachait pas sa luxure, elle la gravait, la préservait, la transmettait comme une hérésie de famille. Le corps de l'Empire était une galerie, ses murs une confession, ses jetons un témoignage de la vérité tranquille derrière sa grandeur, que sous chaque statue de la vertu pulsait une fresque du besoin, encadrée non par la honte, mais par l'or. Dans le crépuscule enchevêtré de la décadence romaine, s'éleva un empereur sans pareil, ni avant ni depuis un adolescent couronné de soies et de senteurs, enveloppé dans le mysticisme de l'Orient et le parfum de la subversion, qui se tint devant l'Empire et demanda à ne pas être appelé César, mesdames. Héliogabale, grand prêtre du dieu soleil d'Émèse, monta sur le trône non seulement comme souverain, mais comme une contradiction vivante. Et la cour imprégnée de rituels rigides de masculinité frémit sous le poids d'un corps qui refusait d'obéir à sa catégorie. Elle se maquillait avec la dévotion d'une vestale, se peignait les yeux avec du col importé de Syrie et parait son corps de robe brodée de pourpre et d'or. Elle exigeait d'être appelée Domina au lieu de Dominus et s'entourait d'eunuques, de danseurs et de prêtres qui reflétaient son brouillage des frontières. Dans des récits murmurés, elle offrit des sommes considérables à tout médecin qui pourrait lui façonner un vagin cherchant, non pas métaphoriquement mais littéralement, à reforger sa chair en accord avec son esprit. Tandis que certains historiens se moquent de ces rapports ou n'y croient pas, la cohérence des sources Dion Cassius, Hérodien, l'histoire auguste témoigne d'une cour si déstabilisée par son défi au genre qu'elle en a conservé l'horreur dans l'encre. Son règne devint un théâtre d'identité fluide. Elle se maria 5 fois, y compris avec un conducteur de char nommé Hiéroclès, qu'elle nomma son mari et à qui elle se soumettait publiquement. Elle s'offrait dans des lupanars, selon des chroniqueurs scandalisés, et rivalisait avec les prostituées non pour de l'argent, mais pour de l'authenticité. Ces récits sont peu, être empreints de venin, mais ils reflètent une vérité profonde.
Héliogabale ne se cachait pas. Elle incarnait son identité à la vue de tous, dans une Rome qui pouvait à peine supporter son existence. Mais Rome, bien que tolérante envers la débauche de ses empereurs, recula face au défi de la forme. Son corps, ses pronoms, ses amants, ses rituels chacun était un poignard planté dans la bienséance romaine, un blasphème contre l'architecture du pouvoir. Même les rituels qu'elle accomplissait en tant que grande prêtresse d'Hélagabale dansant dans des rites orientaux, exhibant des pierres noires sacrées, introduisant des dieux étrangers dans les temples romains, alimentaient la suspicion qu'elle n'était pas seulement non romaine, mais inhumaine. Les sénateurs grognèrent, les généraux complotèrent. Et sa grand-mère Julia Maessa, qui avait négocié son ascension, commença discrètement à préparer un remplaçant. À seulement 18 ans, Héliogabale fut assassinée par la garde prétorienne aux côtés de sa mère. Leurs cadavres traînaient à travers les rues, dévêtus, couverts de crachats, et jetés dans le Tibre comme des ordures. L'Empire ne se contenta pas de l'effacer, il rejeta les questions qu'elle posait. Aucun décret officiel ne la nomme femme, pourtant sa mémoire hante le discours moderne comme l'une des premières figures enregistrées à avoir défié la masculinité impériale depuis le trône même. Qu'elle fût martyre, excentrique, ou quelque chose entre les deux, Héliogabale ne fut pas tuée pour sa folie ou sa cruauté. Il y eut des empereurs bien pires, mais pour avoir osé porter sa vérité en public, pour avoir transformé la fonction la plus sacrée de Rome en un miroir qui reflétait ce qu'elle ne pouvait accepter. Dans les ruines de son règne se trouve un fragment de révélation, que le pouvoir peut porter des perles, que l'empire peut être cuir, et que l'histoire, bien qu'écrite par les vainqueurs, ne peut entièrement réduire au silence ceux qui règnent à contre-courant. Dans la pénombre parfumée des chambres romaines, où les rideaux de soie étouffaient les gémissements et les sols de marbre glaçaient les pieds nus, le sexe n'offrait pas d'échappatoire à la politique, il en aiguisait la lame. L'intimité devint infiltration, le désir devint déposition, et ceux qui s'approchaient le plus du pouvoir se retrouvaient souvent enveloppés, non seulement de draps, mais de suspicion. Le lit de l'empereur n'était jamais vraiment privé, car dans un empire où les enjeux du pouvoir étaient absolus, même les murmures les plus intimes résonnaient dans les couloirs du palais, portés par des amants qui servaient aussi d'informateurs, par des esclaves formés à verser du vin et à mémoriser des confessions, par des eunuques qui caressaient d'une main et rapportaient de l'autre. Ce qui semblait être de la passion était souvent une performance, une séduction répétée avec un objectif mortel. Les confidences sur l'oreiller pouvaient couronner un favori ou détruire une dynastie. On disait que les amants de Caligula tremblaient lorsqu'ils étaient convoqués, non à cause de sa colère, mais parce que chacun de leurs souffles pouvait être utilisé comme témoignage. Domitien, connu pour sa paranoïa, plaçait des espions parmi ses propres concubines, convaincu que la trahison se nichait sous le poids de la luxure. Même les serviteurs chargés de laver les corps étaient interrogés, surveillés et menacés s'ils ne remarquaient pas des ecchymoses, des paroles ou des confessions murmurées après l'orgasme. Le sexe, autrefois ritualisé dans les fresques et les mythes, devint une arme par le secret et la surveillance, transformé en un test de loyauté où l'excitation devait rivaliser avec la vigilance. La cour le savait bien, et ses participants s'adaptaient en conséquence. Les maîtresses répétaient leurs mots avant de les gémir. Les concubines apprenaient quel nom ne pas prononcer dans un soupir, et les jeunes favoris développaient l'habileté glaçante de paraître à la fois désirables et inoffensifs, de peur d'attirer trop l'attention impériale, ou trop peu. La confiance était une monnaie que personne ne pouvait se permettre. Ceux qui ne parvenaient pas à masquer leur penchant politique au lit pouvaient se réveiller et trouver leurs amants disparus, torturés ou déclarés ennemis de l'État. Agrippine, mère de Néron, utilisa notoirement sa sexualité à la fois comme bouclier et comme épée, séduisant, dit-on, pour tisser un réseau d'alliances, avant d'être défaite par un fils qui avait trop bien appris le prix de laisser l'intimité l'emporter sur le calcul. Le sexe n'adoucissait pas la brutalité de l'Empire, il l'intensifiait, plaçant la vulnérabilité dans les mâchoires de l'ambition. Même au sein des mariages impériaux, la trahison planait comme une ombre. Claude, moqué pour sa docilité, fut pris de court par la prétendue trahison de Messaline. Sa confiance dans leur lit conjugal lui donna la liberté d'orchestrer une cour parallèle jusqu'à ce que ses secrets s'effondrent sur elle. Les sénateurs murmuraient des liaisons non avec honte mais avec calcul, sachant que le bon amant pouvait ouvrir les portes du palais et que le mauvais pouvait les fermer pour toujours. L'acte de coucher avec un empereur n'élevait pas. Il exposait, faisant du corps un champ de bataille où chaque soupir pouvait être un serment, chaque étreinte une confession,
Dans ce climat, le silence devint l'aphrodisiaque le plus puissant. Et ainsi, la chambre à coucher autrefois, le refuge imaginé loin des statues aux yeux de marbre et du vacarme des forums, devint un autre colisée de la survie où le plus doux des contacts pouvait déclencher la chute la plus mortelle, et où Rome, toujours vigilante, s'assurait que même dans le plaisir, la lame restait dégainée. Dans une société où l'illusion de la vertu dorait chaque statue du forum et chaque masque ancestral, Rome maniait la honte sexuelle non pas comme un simple outil de mépris, mais comme une arme d'annihilation finement aiguisée, un rituel lent et délibéré d'exposition qui dépouillait non seulement la chair, mais l'identité de sa cible. Les réputations n'étaient pas brisées en privé, elles étaient exhibées, dégradées et incinérées sous le regard public, jusqu'à ce que ce qui restait ne soit ni humain ni dangereux. L'accusation seule suffisait souvent. Qualifier un sénateur de sodomite ou une matrone de nymphomane, c'était fracturer leur lignée, empoisonner leur héritage, s'assurer que leur nom tournerait dans la bouche de leurs descendants. Les ennemis politiques n'étaient pas seulement réduits au silence, mais sexuellement démantelés, rendus grotesques par l'insinuation, monstrueux par la rumeur. Les empereurs eux-mêmes maîtrisaient cet art. Caligula humiliait les sénateurs en les forçant à regarder leurs femmes être souillées ou en se moquant de leurs affaires privées dans les assemblées publiques. Néron exhibait ses ennemis comme des dégénérés avant d'ordonner leur mort, utilisant des accusations théâtrales d'inceste, de bestialité ou d'efféminement pour les rendre risibles avant de les rendre mortels. Les femmes étaient particulièrement vulnérables à cette exécution symbolique. Messaline, bien que déjà morte, fut immortalisée comme une bête sexuelle dont l'insatiabilité défiait la nature et la raison. Julie, la fille d'Auguste, fut bannie pour adultère, mais l'exil n'était que le début. Poètes et politiciens éviscérèrent son nom par des vers et des insinuations, transformant son corps en un champ de bataille de la moralité impériale. Être qualifié d'impudica impudique, c'était devenir non romaine. Et une fois ce mot prononcé, aucune toge, aucune ascendance, aucun siège au Sénat ne pouvait restaurer ce qui avait été perdu. Mais la cruauté de Rome ne résidait pas seulement dans ses accusations, elle résidait dans la chorégraphie de la honte. Les condamnés étaient souvent dévêtus, promenés dans les rues, exposés dans les forums comme des trophées de conquête morale. L'acte de déshabiller n'était pas fortuit, il était rituel. Le corps exposé devenait la preuve de la culpabilité, la nudité une toile sur laquelle la société peignait son dégoût. Cette punition théâtrale s'étendait même aux statues. Les bustes des disgraciés étaient défigurés. Les organes génitaux des prétendus pervers étaient exagérés dans les graffitis et les inscriptions étaient modifiées pour se moquer plutôt que pour commémorer. Et ce n'étaient pas seulement les puissants qui souffraient. Esclaves, courtisanes et eunuques étaient entraînés dans les scandales pour approfondir la disgrâce, leurs noms ajoutés au scandale comme preuve de perversion. Plus le mélange de classe et de sexe était profond, plus l'humiliation était puissante. Parfois, la punition était inversée. Un ennemi pouvait être accusé de froideur sexuelle, d'impuissance ou de frigidité, suggérant la faiblesse plutôt que l'excès. Car à Rome, tout écart par rapport à la norme, trop de luxure ou trop peu, était également condamnable. Au final, le but n'était pas la justice, mais l'effacement par le dégoût. Être moqué, c'était être dissous. Et ainsi, la honte publique devint l'exécution la plus élégante de Rome. Pas de sang versé, pas de lames levées, seulement des rires, des murmures, et le striptease lent et atroce de son propre moi public. Ce n'était pas seulement la réputation qui mourait, c'était la mémoire, et l'espoir d'être un jour rappelé comme plus que la somme des calomnies gravées sur les murs d'un nom autrefois admiré. La Rome dont nous héritons n'est pas la Rome qui fut, c'est la Rome qui a survécu dans l'encre, et les corps de ses empereurs, aujourd'hui poussière et rumeur, ont été réécrits non dans la chair mais dans la narration, leurs désirs embaumés par des auteurs qui les haïssaient, les craignaient, ou avaient besoin qu'ils soient monstrueux pour sanctifier le présent. Suétone, Tacite, Dion Cassius, ce n'étaient pas des scribes neutres mais des sculpteurs de réputation, ciselant les empereurs en grotesques dont les appétits servaient à la fois de condamnation et de mise en garde. Entre leurs mains, le sexe devint le langage de la chute, un raccourci pour la tyrannie, la folie et la défaveur divine. On se souvient de Tibère non pour ses réformes administratives, mais pour ses spintriens et ses garçons nageurs à Capri. La cruauté de Caligula est inséparable des récits d'inceste et d'orgie dans son palais lupanar. L'incendie de Rome par Néron n'est surpassé que par son prétendu mariage avec un eunuque. Héliogabale jeune, étranger, défiant le genre, n'est pas présenté comme un réformateur religieux
ou une anomalie politique, mais comme une prêtresse déviante travestie, inapte à régner à cause de sa façon de s'habiller, d'aimer, d'oser exister. Ces histoires, sordides et théâtrales, en disent moins sur les empereurs eux-mêmes que sur les angoisses de leurs successeurs et chroniqueurs. La déviance sexuelle, dans ces textes, devient un raccourci moral, une façon de réduire la complexité à la condamnation. Accuser un empereur de perversion n'était pas simplement rapporter un comportement, c'était expliquer sa chute, rationaliser le chaos d'une guerre civile ou la brutalité d'un assassinat. L'effondrement de l'Empire, l'incendie des villas, les purges et les empoisonnements, tout devenait tolérable si le cadavre laissé derrière était aussi un monstre au lit. Dans cette architecture morale, les bons empereurs gouvernaient avec discipline et retenue, les mauvais empereurs se perdaient dans la luxure. Mais cette dichotomie est elle-même une construction, et les historiens modernes interrogent de plus en plus ces textes non pour y trouver la vérité, mais l'intention. Suétone, avec son ton de commère et son amour du scandale, admet inclure des rumeurs non vérifiées par souci d'exhaustivité. Dion Cassius, écrivant en grec des décennies ou des siècles après les événements, filtrait son histoire à travers les valeurs d'une classe sénatoriale souvent hostile aux empereurs qui limitaient leur influence. Leurs récits se lisent moins comme des archives de la cour que comme des drames moraux, chaque acte de pénétration symbolisant un acte de violation politique. Le corps impérial devient une allégorie. Coucher avec des esclaves, c'est profaner la hiérarchie, prendre des amants masculins, c'est féminiser l'État, porter de la soie ou du maquillage, c'est émasculer la République elle-même. Et ainsi, il nous reste des récits qui aplatissent la complexité en obscénité. La vérité, si elle existe, se trouve quelque part entre le marbre et le manuscrit. Il est possible que Tibère ait été coupable de toutes les dépravations qui lui sont attribuées, ou qu'il ait été un homme reclus et aigri, sali par ceux qui ont profité de son isolement. Ce qui importe, c'est que Rome se soit souvenue de lui comme du premier, parce qu'elle avait besoin qu'il en soit ainsi. L'histoire du sexe impérial n'est donc pas seulement un enregistrement de ce qui a été fait, mais un miroir reflétant ce que Rome ne pouvait pardonner, ce qu'elle craignait de voir revenir, et ce qu'elle avait besoin de croire sur le pouvoir, la punition et les périls de la chair non gouvernée. Au moment où le corps impérial commença à pourrir, l'empire qu'il incarnait en fit de même, car à Rome, le souverain n'était pas simplement un homme, mais un miroir sa chair reflétant la force ou la maladie de l'État lui-même. Et à mesure que les empereurs devenaient enflés d'indulgence, marqués par la maladie, tordus par la paranoïa et lubrifiés par une gratification sans fin, la cour se transforma d'un moteur d'administration en un théâtre de décadence où le plaisir tournait à la pathologie et où les frontières de l'Empire se dissolvaient aussi sûrement que la peau de ses souverains. Les signes étaient plus que métaphoriques. La silhouette bouffie de Néron, cachée sous des soieries drapées, devint une scène sur laquelle la cruauté théâtrale et la dissociation physique entraient en collision. Commode, obsédé par sa propre musculature, transforma son palais en gymnase, tandis que des plaies syphilitiques se propageaient dans les cercles de l'élite comme des rumeurs, une lente pourriture rongeant l'architecture de la fierté romaine. Le visage poudré et les lèvres peintes d'Héliogabale n'étaient pas seulement scandaleux, ils étaient interprétés comme les symptômes d'un empire incapable d'affirmer un ordre masculin, incapable de commander ses propres membres. Le corps politique, autrefois défini par la vertu et la conquête, était maintenant mou, pervers, hémorragique de stabilité par ses orifices. La cour impériale, autrefois cuirassée de marbre et de discipline, suppurait maintenant derrière des rideaux tirés, organisant des festins où le vomi suivait la gloutonnerie, où les garçons étaient passés comme des gobelets et où les maladies de l'excès étaient niées alors même qu'elles fleurissaient sous les tuniques. Les sénateurs commencèrent à regarder vers l'extérieur, non vers l'expansion, mais vers la retraite, sentant que ce qui se trouvait à l'intérieur du palais n'était plus le cœur de Rome, mais son infection. Le sexe, autrefois célébré comme le signe de la faveur divine et de la fertilité dynastique, était devenu son contraire, une performance d'impuissance, un rituel de déclin. Les empereurs n'engendraient plus d'héritiers, ils adoptaient, manipulaient ou mouraient sans enfants. Leurs unions étaient stériles, leurs désirs voraces, mais infructueux. Les ventres étaient vides, les phallus engourdis par la répétition, et aucune loi ne pouvait contrôler la fuite de vitalité de l'État. Même les dieux semblaient détourner le regard. Les prêtres invoquaient autrefois Vénus avec fierté. Maintenant ils murmuraient son nom comme une malédiction. La maladie s'insinua à la fois par les fluides corporels et les fractures bureaucratiques. La corruption suppurait,
les frontières s'affaiblissaient, les légions se rebellaient. Le centre ne tenait plus parce que le centre n'était plus sain. L'idéal romain de virilité du citoyen soldat discipliné et droit céda la place à l'image de l'empereur alité et parfumé, murmurant des ordres entre deux bouchées de Loire au miel et des accès de mélancolie. L'empire devint gras et cassant, expansif mais creux, décade mais sans direction. Et à travers tout cela, la pourriture du corps le plus littéral de l'infection, la puanteur de l'indulgence incontrôlée, servit de métaphore à une république morte depuis longtemps et à un empire qui refusait de l'admettre. La chair, dans ses fins et ses échecs, devint prophétie. Alors que les empereurs s'effondraient de l'intérieur, les murs qu'ils gardaient autrefois en firent de même. Rome ne tomba pas sous les épées, elle fondit, comme un corps fiévreux, brûlant de l'intérieur jusqu'à ce qu'aucun médecin, aucune prière, aucun plaisir ne puisse la sauver. Le corps impérial avait autrefois enfanté la loi et l'héritage. Désormais, il n'enfantait que la décadence. Bien après que le marbre se soit effrité et que les aqueducs se soient asséchés, l'héritage du désir impérial continue de miroiter comme la chaleur sur la pierre, un écho qui résonne non seulement dans les ruines, mais dans l'architecture du pouvoir moderne, où le langage de la domination parle encore par le toucher, le regard, le silence et la menace. Car bien que les empereurs ne se prélassent plus dans des triclinias dorés ni n'exhibent des eunuques dans des salles parfumées, leur rituel perdure dans les salles de conseil, les palais et les jets privés, où la distance entre l'intimité et le contrôle reste dangereusement mince. Rome nous a appris que lorsque le pouvoir se centralise de manière absolue, le corps devient le premier territoire conquis, le premier outil brandi, la première victime écartée. Ces empereurs écrivaient des lois sur la vertu tout en violant des enfants derrière des portes closes, punissaient les femmes pour leur désobéissance tout en gardant des concubines comme de la monnaie, et redéfinissaient le genre non comme une identité mais comme un spectacle à consommer, à moquer ou à exécuter. Et dans cette contradiction réside un schéma, celui de la façon dont l'autorité, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, se retourne vers l'intérieur, se nourrissant de la chair de ses sujets, et finalement d'elle-même. Aujourd'hui, la même chorégraphie se joue, drapée dans des robes modernes, scandales d'abus sexuels, humiliations comme théâtre politique, effacement des victimes par des systèmes qui récompensent le silence et pénalisent la mémoire. Les dictateurs contrôlent autant par le désir que par le décret. Les PDG conditionnent avec la précision des prêteurs. Les chefs d'État ont des liaisons dans des couloirs sombres, tout en publiant des édits sur les valeurs familiales. La tension entre la transgression privée et la vertu publique, si habilement manipulée par Auguste, est devenue un élément essentiel du leadership moderne, une danse du déni chorégraphié pour protéger non pas la moralité, mais le mythe du contrôle. Et même dans les sociétés démocratiques, où la loi promet protection, l'héritage persiste dans la manière dont nous jugeons les corps, dont nous humilions, dont nous pardonnons aux puissants et oublions les sans-pouvoir. Les fresques de Pompéi sont devenues des pièges à clics, les murmures des eunuques sont remplacés par des clauses de confidentialité. Mais la structure demeure, le sexe comme levier, la honte comme stratégie, le consentement comme un luxe inégalement réparti. Rome n'est pas tombée à cause de sa luxure, mais parce qu'elle se croyait immunisée contre les conséquences de s'y adonner sans retenue, sans réflexion, sans responsabilité. Et nous nous posons donc la question non seulement à propos des empereurs, mais de nous-mêmes, que devient l'intimité lorsqu'elle est étouffée par la surveillance, lorsqu'elle est utilisée comme une arme pour réduire au silence, lorsque l'amour est remplacé par des tests de loyauté et la vulnérabilité par la soumission. Que se passe-t-il lorsque le désir ne répond pas à l'affection mais à l'autorité? Qui survit lorsque le lit devient un champ de bataille et le plaisir un prélude à la punition? En traçant l'arc de l'appétit impérial de Rome, de la dépravation voilée de Tibère à la dissolution théâtrale d'Héliogabale, nous sommes confrontés à une vérité qui reste aussi terrifiante que familière. Lorsque le sexe devient une arme de l'Empire, il ne laisse aucun corps indemne, ni l'amant, ni le spectateur, ni même celui qui tient la lame.